Bonjour, bienvenue dans Point de vue. C'est parti pour 50 minutes de débat. Alors vous participez, Point de vue, sur Twitter, sur lefigaro.fr. Voici le sommaire de l'émission. D'abord, la démission du numéro 1 de Force ouvrière et une question sous-jacente. Cette crise à FO révèle-t-elle un syndicalisme à bout de souffle? À bout de souffle, il ne l'était pas, mais à bout de nerfs, oui, il l'était hier. Jean-Luc Mélenchon éructant lors d'une perquisition au siège de la France Insoumise. Aujourd'hui, il est interrogé sur le fond par les enquêteurs. Son audition est terminée depuis 1 heure. Nous vous posons la question, le leader de la France Insoumise s'est-il disqualifié par ses outrances? Des outrances, il y en a dans les universités américaines, où le politiquement correct gagne partout du terrain. On verra ensemble si les trigger warnings et les safe spaces qui envahissent Harvard ou Yale peuvent bientôt franchir l'Atlantique. Enfin, vous débourserez peut-être bientôt 2,50 € pour traverser la place de la Concorde, remonter la Canebière ou longer la place Bellecour. Il sera en effet bientôt possible pour les maires d'instaurer des péages urbains. On verra si c'est une bonne idée. Bonjour René Trégosi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe, universitaire, votre cursus personnel mentionne votre adhésion au MLF dès l'âge de 16 ans et votre compagnonnage avec le Parti socialiste, tendance Blum est-il précisé. Et vous êtes l'auteur des Nouveaux autoritaires, c'est paru en 2016 aux éditions du Moment. Bonjour Alexandre Malafaille, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez travaillé dans plusieurs sociétés et grands groupes avant de fonder le think tank Sinopia. Et vous êtes l'auteur, ça remonte à août 2014, Reprenons le pouvoir, un manifeste pour notre droit à être bien gouverné. Absolument, vaste programme. Vaste programme. Bonjour Cécile Crouzel, journaliste au service macroéconomie du Figaro. Vous êtes aussi l'auteur aujourd'hui d'un excellent papier très documenté sur la crise à Force ouvrière depuis 6 mois, on va en parler. Et bonjour Eugénie Bastier, bonjour. Journaliste au service débat opinion du Figaro, membre de la revue Limite, revue bioconservatrice, décroissante et d'inspiration chrétienne, est-il résumé. Et vous êtes l'auteur du Le Port émissaire, terreur ou contre-révolution, le port PORC. C'est paru au CERF, c'est tout récent, c'était en septembre. Voilà. Alors, on parle tout de suite de notre premier sujet, les syndicats, la démission forcée de Pascal Pavageau, ex-patron de Force ouvrière, révèle un climat délétère au sein de l'organisation syndicale, mais elle signe aussi une lente décomposition de ce paysage syndical, syndicat qui, au fil des années, perdent des adhérents et du poids sans doute dans les négociations. Un lent déclin qui était ce matin à demi avoué par un autre leader, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. On l'écoute. Ce qui se passe ne fait pas de bien au syndicalisme, notamment quand on voit un certain nombre d'éditorialistes, de commentateurs qui expliquent que tout ça est la révélation du mal profond du syndicalisme français, sans distinction. Alors ce mal profond, vous le décrivez très bien, Cécile Crouzel, évidemment appliqué à Force ouvrière dans votre papier ce matin. Vous expliquez les affrontements entre les lignes réformistes et radicales, l'autoritarisme des leaders et notamment de Pascal Pavageau, le fonctionnement quasi sectaire. Force ouvrière va dans le mur et emporte avec elle les autres syndicats. Première question, va dans le mur. Chaque syndicat, je pense, a une situation un peu différente. Force ouvrière, oui, est en très très grande difficulté parce qu'il se retrouve sans leader. C'est quand même fort gênant, à quelques semaines d'une élection très importante pour eux, qui est celle dans la fonction publique, où les fonctionnaires vont choisir leurs représentants. Et donc ça va déterminer le poids des syndicats, sachant que pour FO, la fonction publique est vraiment capitale. Ils sont le numéro 1 au sein de la fonction publique d'État. Donc ça tombe extrêmement mal pour eux, et en plus ils sont effectivement très divisés. Sachant entre on va en parler de réformistes le CFDT, elle est devenue numéro 1 dans le privé. Et elle vise la place de numéro 1 à l'issue de cette élection. Avec nous. Après, la situation est un peu différente à la CFDT, qui a un corpus idéologique beaucoup plus fort, beaucoup plus marqué, beaucoup plus aligné. Et tous ceux qui étaient un peu trop contestataires ou qui étaient plus tendance un peu trotskistes ont été éliminés il y a fort longtemps. Donc il y a quand même et la CGT elle-même est dans une autre position encore. Elle, c'est une espèce de lent effritement aussi, un espèce de repli sur une ligne très dure, très contestataire. Et c'est un espèce d'affaissement en interne, une espèce de
d'élitement dans ces bastions d'EDF, de la SNCF, etc., où elle perd grève après grève, elle perd les combats les uns après les autres, et où elle s'effrite lentement mais sûrement. Donc chacun a des positions un peu différentes. Hein. Mais globalement, le mouvement n'est quand même pas véritablement en abstention. Et... Ah non, René Frégosi, c'est sûr. Finalement, ils ont encore une forme de légitimité, ces syndicats? Oui, mais vous savez, bon, c'est une question ancienne, hein, la question des syndicats, mais vous les avez très bien décrits. Les syndicats français sont extrêmement politisés. La scission entre la CGT et FO, c'est lorsque les communistes sont devenus majoritaires, grâce à l'appui d'ailleurs des gaullistes à la Libération. Hein, et donc, les anticommunistes, socialistes et anciennes anarchos ont fait scission de la majorité qui était devenue communiste, stalinienne à l'époque. Le syndicalisme français, malgré ses déclarations, est extrêmement... Qui sont comme ça à conserver qui conservent leurs acquis, mais qui n'ont plus une force de transformation sociale telle qu'ils avaient pu l'être auparavant. Cécile, sur ce point, quel peut être le nouveau visage de... alors comment les appeler, je ne sais pas, syndicats, corps intermédiaires, associations de la France des années 2050 ou 2020 en tout cas. Pas évident à dire. Après, il y a des syndicats hein, qui essayent quand même de réfléchir à l'après, à ce nouveau monde du travail, etc. C'est particulièrement davantage vrai, c'est ceux qui sont étiquetés réformistes, CFDT, ULSA, CFTC, etc. Ils essayent, hein, il y a quand même du travail qui est fait, de fédérer, même les travailleurs Uber voilà, de tout ça, mais c'est pas évident. Pour eux, en tout cas, c'est vital de se transformer. Et puis, je pense effectivement, pour la société, on a absolument besoin de corps intermédiaires, parce que s'il n'y a pas de régulateurs sociaux, qu'est-ce qui va se passer quand il y a une growth sociale? Ça explose dans tous les sens. Donc ça, c'est la terreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise au MEDEF qui ne veulent pas la disparition de syndicats, parce qu'il n'y a rien de pire dans une entreprise assez importante d'avoir personne en face. De ne pas avoir d'interlocuteur. Qui on aura comme interlocuteur structuré malgré tout. On n'aime pas relativement formé. Juridiquement, formé à la négociation, formé aux enjeux, etc. Et puis on va se retrouver avec qui? Avec n'importe quel groupuscule communautariste, n'importe quel groupuscule politique en face. Enfin, pour une PME, c'est un peu différent, mais pour une entreprise de taille correcte, c'est un vrai angoisse. Ça, hein, Est-ce qu'il y a aussi un problème peut-être ponctuel, mais de personnes, de leadership dans ces syndicats? On a vu les problèmes de Thierry Lepant à la CGT, aujourd'hui de Pascal Pavageau, alors sans présumer de ses affaires, mais elles ne sont pas judiciairement bouclées. Mais ça pose quand même quelques questions sur est-ce qu'on est capable de produire des leaders Là encore, c'est le même problème que l'on a eu dans la vie politique française. C'est-à-dire que les systèmes ont parfois du mal à se renouveler pour des bonnes et des mauvaises raisons. Parmi les mauvaises raisons, alors je connais moins le cas des syndicats, mais on l'a beaucoup vu dans la sphère politique, où ceux qui sont dedans, ceux qui tiennent les postes, s'organisent pour les conserver et en faisant le vide autour d'eux. Donc si vous voulez, vous n'avez pas du tout le principe d'une méritocratie qui permet de faire émerger des temps. Et ça marche au niveau des circonscriptions. Vous avez un député baron dans sa circo, et puis globalement, il tue tous les mecs pas mal autour de lui, et il garde que les moins bons, de manière à être certain d'être jamais renversé. Et c'est comme ça que vous avez des systèmes qui parfois s'effondrent, basculent, mais pendant 20 ou 30 ans, ils sont conservés par les mêmes, quoi. Et ça ce genre de principe monte quand même relativement très haut dans la sphère politique. Je pense que le syndicalisme n'échappe pas à ça. Après, il y a des questions de chapelle, on le voit également au MEDEF, de pouvoir, de contre-pouvoir, de faiseur de roi. Et au bout du compte, c'est pas toujours celui qui est le meilleur, c'est souvent, enfin, j'allais dire un peu de manière triviale, c'est un peu Koh-Lanta, quoi. Celui qui gagne n'est pas forcément le plus compétent, le plus sympa, le plus beau, le plus efficace, c'est celui qui arrive à faire le plus de combines et qui va finalement éliminer ses adversaires au bon moment. Mais c'est pas le meilleur qui gagne, c'est pas le meilleur au sens de l'intérêt général. Et sur les syndicats, moi je suis très frappé en fait de l'arrivée de M. Pavageau. En fait, c'était comme une réponse à l'arrivée de Macron, quoi. C'est-à-dire Emmanuel Macron plutôt président de droite, et on lui met quelqu'un qui ramène FO très à gauche. On est vraiment très loin pour ceux qui s'en souviennent, autour de cette table, on n'est peut-être pas très nombreux, mais voilà, des gens comme André Bergeron par exemple. Voilà, on était vraiment dans la négociation contractuelle. On mettait autour de la table des gens qui avaient du poids, mais qui avaient aussi envie d'aller de l'avant, quoi. Aujourd'hui, on est dans des discours politiques. Il suffit d'écouter ce que disait M. Pavageau. C'est extrêmement brutal. On est dans la caricature. On est beaucoup plus dans la vie politique, finalement, que dans la vie syndicale et du combat militant au sens progrès social du terme. Ça pose un problème au pouvoir aussi. On disait, entreprise, ça qui aime bien avoir des interlocuteurs. Le gouvernement, là, il fait comment? Ah ben ça pose un problème.
Oui et non. Enfin, à court terme, c'est sûr que Pascal Pavageau, c'était pas la tasse de thé du gouvernement. Hein, ils étaient en opposition frontale. Après, on ne sait pas du tout ce qui va émerger. Donc, c'est quand même très. Il faut que les trotskistes et les réformistes s'entendent. Hein, donc, je sais pas trop. Ce qu'ils ont fait pour dégager Pavageau. Voilà, c'est ça. C'est facile de s'entendre pour dégager, mais alors pour trouver quelqu'un d'autre, ça va être un peu compliqué. Le risque, c'est qu'il y ait quelqu'un un peu fantoche, un espèce de milieu moyennant, qui n'ait pas beaucoup de pouvoir, qui soit au moins des courants, et qu'on se rassemble sur un peu une ligne assez contestataire, parce que c'est le seul le dénominateur commun, le minimum. Quoi. C'est plus facile d'être contre que d'être pour, voilà, que de discuter. Donc, en tout cas, on voit du coup d'en ressortir un FO qui deviendra une force de proposition dans ces conditions, ça devient difficile. Hein. Alors, à la question qu'on vous pose sur Twitter en pleine crise, Force ouvrière, pensez-vous que le syndicalisme soit à bout de souffle? Eh bien, vous êtes, sans beaucoup de surprise, 83% de nos internautes à répondre que oui, le syndicalisme est à bout de souffle. Et par ailleurs, nous n'avons pas encore de questions sur ce sujet, mais je ne peux que vous conseiller, si ce n'est encore fait, la lecture de ce papier, cette enquête de Cécile qui fait le point très bien et de façon très pédagogique sur Force ouvrière et la crise qui sévit depuis plusieurs mois. Je vous propose maintenant de parler de Jean-Luc Mélenchon. Difficile d'y échapper cette semaine. Le leader de la France Insoumise était convoqué donc ce matin pour être entendu dans les deux enquêtes ouvertes, celle sur ses comptes de campagne et celle sur ses assistants parlementaires. Alors, même s'il était plus calme qu'hier pendant la perquisition, Jean-Luc Mélenchon reste sur sa ligne de victimisation. Voici ce qu'il a dit, c'était ce matin, avant d'entrer dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, locaux dont il est d'ailleurs sorti il y a à peu près une heure. On l'écoute. Donc on est dans une opération de police politique qui est nulle et qui va évidemment échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure de toutes sortes et parce qu'elle n'a aucun sens. Et je me présente tout à fait tranquille car le ridicule va être du côté de ceux qui ont déployé tous ces moyens pour rien. Alors René Frégosi, il est tout simplement, la question qu'on pose, il est grillé ou pas Jean-Luc Mélenchon avec cette séquence ? Dès qu'il est face, alors par rapport au web, c'est-à-dire que hier, par rapport avec les caméras, vis-à-vis d'un policier, vis-à-vis d'un vice-procureur, là, il va jouer les gros bras parce qu'il sait qu'il est en position de force. Mais par contre, vis-à-vis de Emmanuel Macron, où il aurait pu lui dire, oui, monsieur le président, vous avez des postures qui sont de nature xénophobe et j'apprécie pas ce que vous faites parce que c'est pas bien. Là, il s'écrase comme une carpette. Donc, si vous voulez, le type est non seulement un lâche, et en plus, il fait un usage abusif de son pouvoir. Donc, moi, je dis, j'espère que ce pays ne lui confiera jamais les clés du pouvoir. Ça va lui coller à la peau, Cécile, à votre avis ? Je pense que ça renforce l'image qu'il a d'être quelqu'un d'éruptif et pas très, qui se maîtrise pas totalement. Donc ça crée, je pense, il est aimé par sa base. Il y a une sorte de plafond de verre, pas un plafond de verre ou une enceinte de sécurité un petit peu. Enfin, il y a un plafond qu'il n'arrive pas à crever à cause de ce genre de comportement et ça alimente à nouveau cette impression que c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas tellement et qui a aussi il y a quand même un souci vis-à-vis de la démocratie. Enfin, personne n'est au-dessus des lois. Il y a des protections pour les parlementaires, mais elles sont quand même circonstanciées. C'est sur la garde à vue, sur les actes qui relèvent de leur mandat. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas parce qu'on est parlementaire, on n'est pas du tout au-dessus des lois, fort heureusement. Enfin, je veux dire, sinon, on ne serait pas du tout en démocratie. Et la façon, imaginez un seul instant qu'un citoyen lambda se comporte comme ça avec des policiers ou des procureurs. Non mais, police ou notre prison. Oui, franchement, vous et moi arrivons insultant un policier, le bousculant et tout, c'est inadmissible. Je ne sais pas, c'est pas possible. Un souci pour la démocratie. Alors effectivement, on disait, il s'est peut-être un peu calmé, Jean-Luc Mélenchon. En sortant, il a continué quand même sur la même veine. C'est un traquenard, a-t-il dit, c'est une opération de police politique. 5 heures pour enfoncer des portes ouvertes. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans les propos qu'on a passés tout à l'heure. Il dit, c'est une opération de police qui est nulle et qui va échouer parce qu'elle est pourrie de vices de procédure. C'est étonnant parce que quand on analyse, sur le fond, il n'y va pas. Il dit que c'est des vices de procédure qui font alors, sur le fond, il faut savoir qu'il est attaqué pour deux choses, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est toujours la même chose dans tous les partis politiques, c'est surfacturation et emploi fictif. C'est toujours les mêmes affaires. Surfacturation, c'était Big Magnon, emploi fictif, c'était Fillon. Surfacturation des comptes de campagne, notamment à la société Mediascope, tenue par Sophia Chikirou, l'une de ses proches, et emploi fictif avec les assistants du Parlement européen qu'il aurait utilisé pour son parti à Paris et non pas avec l'argent
de Bruxelles. Donc c'est toujours les mêmes turpitudes. Dans tous les partis, ça se retrouve en effet du Front National à Mélenchon, en passant par le MoDem, par En Marche avec l'affaire Ferrand. Bon là c'était conflit d'intérêts. Mais il n'y a aucun parti qui échappe, ça c'est certain. Après, je pense qu'il y a un soupçon qui pèse sur la justice en France, sur l'indépendance de la justice. Et ce soupçon, il est en partie justifié quand on apprend, par exemple, il y a 3 semaines, c'est le Monde qui a titré là-dessus sur le fait que Macron aurait lui-même insisté pour nommer le successeur de François Molins à Paris en tant que procureur. Et le Monde a titré lui-même « L'Élysée prend la main sur la justice et sur le parquet ». Bon, on sait qu'il y a un problème d'indépendance du parquet en France. Et je crois que voilà, ce soupçon-là, il ne sera pas levé tant qu'on n'aura pas une justice totalement indépendante en France et tant que le pouvoir politique ne cessera pas d'alimenter, en tout cas ces soupçons. Peut-être qu'il y a, dans le cas de Mélenchon, effectivement, c'est la justice qui suit son cours, mais ce soupçon et cet arrière-fond, finalement, de non-indépendance de la justice laisse le champ libre à plein de théories. Alors, on va peut-être pas ouvrir le débat sur l'indépendance du parquet, qui est compliqué. Juste, c'est vrai que Emmanuel Macron a rayé les noms qui avaient été proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est de ses prérogatives. Il n'outrepasse pas sa fonction en nommant le procureur de Paris. Oui, juste pour dire, il y a quand même beaucoup de liens incestueux dans la République française, qui ne sont pas que les liens entre le pouvoir et la justice, mais entre globalement le pouvoir et tout ce qui tourne autour. Il y a toujours, voilà, entre les grands corps, les conjoints, voilà. Non, mais c'est vrai que tout ça crée, c'est surtout ça qui est en question. Voilà, c'est surtout ça, parce que je pense que globalement les institutions font leur job, mais à l'intérieur il y a des gens qui sont trop proches les uns des autres, avec des règles de déontologie qui sont pas claires, et donc on tolère des choses qu'on tolère dans aucun autre pays, de grands pays européens ou même aux États-Unis. Alors là, ce qu'on fait en France, ils nous regardent comme des fous. Après, c'est un autre système, sur la justice, c'est aussi un autre système institutionnel. C'est un choix qui a été fait en France, que le parquet ne soit pas indépendant. C'est les institutions comme ça. Vous voulez tous parler de l'indépendance de la justice, et moi de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'y reviens quand même avec quelques commentaires de nos internautes. Elad qui nous dit Mélenchon a outrepassé ses droits. Si la République ne peut plus s'appuyer sur une justice indépendante, alors elle cesse d'exister. Monsieur Babineau, Mélenchon a perdu ses nerfs, mais il a toujours été outrancier. Sa base ne sera pas affaiblie. Et il poursuit, Mélenchon surfe sur la vague de la persécution judiciaire avec Le Pen et Fillon. Persécution judiciaire, je lui laisse donc la responsabilité de son commentaire. Et Nicole qui ajoute aussi, sans donner raison à Mélenchon, on voudrait voir la même diligence quand ce sont La République En Marche ou le MoDem qui sont concernés. Ça revient effectivement fréquemment dans vos commentaires. Une question aussi peut-être effectivement politique, Alexandre Malafaille. On a peu entendu François Ruffin prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon, un petit peu, mezzo voce. Vous voyez quelque chose se profiler, non, au sein de la France insoumise ? De toute façon, c'est M. Mélenchon lui-même qui le dit, il n'y a pas de ligne du parti, il y a globalement des individualités qui s'expriment, il y a quelques lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, pour le reste, les gens fonctionnent comme ils veulent fonctionner. Après, au quotidien, je pense que c'est compliqué de travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que pour une personnalité comme François Ruffin, sans doute est-ce pas simple de se situer, il a son propre agenda, on l'a vu d'ailleurs, il est capable d'être extrêmement capable d'être très sur la problématique de la loi sur le handicap. Là, il y a eu un amendement qui a été rejeté par les parlementaires de République En Marche, là il a fait un buzz incroyable. Je pense qu'il a sa propre vie, je pense qu'il n'est pas dans le même schéma et peut-être même la finalité d'engagement que Jean-Luc Mélenchon. Après, il faut gérer le temps long. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un agenda aussi à deux temps. Le temps long, c'est quoi ? C'est que Jean-Luc Mélenchon ne fera pas un prochain tour à la présidentielle. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut prendre ses distances pour préparer une prochaine séquence. C'est une hypothèse. En politique, tout est possible. Alors, la question qu'on vous posait toujours sur lefigaro.fr, face à cette perquisition et aux réactions de Jean-Luc Mélenchon, êtes-vous choqué par sa réaction et ses propos ? Vous êtes 74% à répondre oui. Eh bien, écoutez, on va passer donc à notre thème suivant. Le thème suivant, il est question des campus américains. Alors, Le Figaro a publié, c'est un sujet pour vous, Eugénie, Le Figaro a publié cette semaine une interview d'un avocat sur le politiquement correct dans les facs américaines. Son nom, c'est Greg Lukianoff. Alors, c'est vous qui avez réalisé cette interview, Eugénie. J'essaye de la résumer rapidement. Il est question de l'apparition d'une nouvelle culture sur les campus américains. Culture dont le but est de purger les cours, les débats de toute idée, mot ou sujet susceptible d'offenser les étudiants. Étudiants, étudiantes, devrais-je peut-être dire. Ce qui revient à censurer tout ce qui peut heurter.
Alors par exemple, on ne peut plus dire à quelqu'un, on ne devrait plus dire à quelqu'un qu'il parle par exemple très bien anglais parce que cela sous-entend qu'il n'est pas natif américain, qu'il n'est pas un vrai américain. C'est à peu près ça pour essayer de donner un exemple concret de ce que ça peut donner. Je vous donne pas tout de suite la parole, Eugénie, parce que je sens que vous êtes intarissable sur le sujet. René Frégosi, ça vous choque, vous qui êtes féministe, cette tendance du politiquement correct Ah oui, absolument, parce que c'est pas du tout ma conception du féminisme. C'est pas un féminisme puritain que je défends depuis que je suis toute jeune. C'est un féminisme de la libération sexuelle, de la liberté des mœurs et de la libre pensée et de la libre disposition de son corps, ce qui n'est pas du tout le cas, à mon sens, des néo-féministes, comme je dis. Mais vous savez, c'est pas seul. Est-ce que c'est que le fait des néo-féministes là Non, pas du tout. Mais ce politiquement correct, il n'est pas seulement aux États-Unis, hélas. Il est aussi dans les universités françaises. Hein. Je pourrais vous raconter quelques. Ah ben, par exemple, des exemples qui me touchent directement. Par exemple, vous n'avez pas le droit de dire que Perón, le leader populiste argentin des années 50, parce que vous êtes une spécialiste de a été la porte d'entrée des nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Moi, mon article, eh bien, je n'ai pas pu le passer dans la revue de mon université. Il va paraître prochainement au Temps moderne, mais parce que Lanzmann, juste avant de mourir, l'a lu, il lui a plu. Et donc, il sera publié, mais parce que je n'ai pas le droit d'attaquer le péronisme, parce que je fais des liens aussi avec le péronisme d'aujourd'hui, par exemple. Mais c'est un débat universitaire. Mais sinon... Mais c'est du politiquement correct pour vous, ça? C'est-à-dire que...